ce soir pour parler de Spring AI. Donc, moi, je suis Solution Engineer, je suis dans l'avant-vente, je travaille chez Broadcom. Je suis un ancien de Pivotal, VMware, et donc je travaille au quotidien avec les équipes qui font le framework Spring. Hein, comme vous le savez, c'est fait chez Broadcom. Et ce soir, on va parler de Spring AI. Alors, avant qu'on commence, je suppose que si vous êtes là ce soir au Spring Meetup, c'est que vous connaissez à peu près Spring. AI, intelligence artificielle, vous en avez entendu certainement parler, mais Spring AI. Combien d'entre vous dans la salle êtes familiers avec ce framework, juste pour avoir une idée? Ok, donc on va essayer d'être didactique, c'est le but de cette présentation. Ce qu'on va faire là, c'est parler d'intelligence artificielle, tout le monde en parle, et s'agissant des applications Spring, on a ce framework, Spring AI, qui va vous permettre de connecter vos applications Spring avec n'importe quel fournisseur d'intelligence artificielle. Donc, ça va être autant OpenAI, Gemini, Claude, Mistral, etc., etc. Que ce soit des fournisseurs qui fonctionnent dans le cloud ou des solutions, si vous en avez les moyens, qui tourneraient chez vous on-prem. L'idée, c'est vraiment, avec Spring AI, de faire la même chose qu'on fait avec Spring Data. Vous connaissez Spring Data pour pouvoir connecter vos applications avec vos bases de données. Il y a une certaine abstraction qui est offerte par ce framework pour pouvoir vous connecter à différents types de bases de données et pas avoir à réécrire votre application si vous deviez changer de solution pour stocker vos données. Spring AI, pour schématiser, c'est la même chose. L'idée, c'est de pouvoir proposer des fonctions, de proposer un framework pour pouvoir vous connecter à ces services d'AI sans avoir à réécrire votre application le jour où vous passez d'OpenAI à Google Gemini, par exemple. OK ? Donc voilà pour le programme de cette soirée. On va essayer de passer en revue certains des points importants du framework, quelques modèles de conception, les fameux design patterns. On va voir ensemble différentes manières de connecter votre application à des fonctionnalités AI. On va voir tout ça avec beaucoup de code ce soir. Attendez-vous à voir du code source et des démos. On va essayer de mettre tout ça en musique. J'ai préparé pour vous, pour chacun de ces domaines, des démos live qu'on va faire tourner sur ma machine pour que vous puissiez vous faire une idée sur la capacité de pouvoir connecter votre application avec des fonctionnalités AI. OK ? Si vous avez la moindre question, surtout, n'hésitez pas. Je suis là pour essayer de bien vous introduire au sujet et de faire en sorte que vous compreniez derrière de quoi il retourne. Alors, pourquoi Spring AI ? J'ai commencé déjà à en parler en introduction. Bon, vous le savez certainement, vous êtes là ce soir. Une grande majorité des applications qui sont faites avec Spring, on parle de 70-75% des applications Java qui sont basées sur ce framework-là. L'intelligence artificielle, tout le monde en parle. Et donc, en fait, l'idée, c'est de boucler le gap qu'il peut y avoir entre vos applications Spring et des services d'AI que vous allez pouvoir avoir envie d'utiliser dans le cadre de vos applications. Donc, c'est vraiment cette connexion, cette jonction qu'on va essayer de faire avec ce framework-là. Spring AI, c'est un projet relativement jeune dans le portfolio Spring. C'est un projet qui a démarré il y a à peu près un peu plus d'un an, en septembre de l'année dernière. Un projet qui, en ce moment, atteint... Alors, on n'est pas encore sur la 1.0 finale, mais on est très, très proche d'une version finale. Qu'est-ce qui se passe en ce moment, en fait? C'est que les équipes Spring travaillent à stabiliser les API. Vous savez que Spring, Spring Boot, il y a une attention particulière qui est faite par rapport aux API. C'est ce qui fait que Spring Boot est là depuis 10 ans, Spring est là depuis plus de 20 ans. Donc, on va dire que les fonctionnalités sont là dans Spring AI et maintenant on est sur la milestone 3, il y a la milestone 4 qui devrait sortir et incessamment sous peu on devrait avoir la version finale de Spring AI qui devrait sortir et qui devrait permettre peut-être de vous lancer. Je vous invite déjà quand même à regarder ce qu'on peut faire avec ce projet. J'ai connaissance déjà de clients qui utilisent Spring AI en production. Il faut juste s'attendre à ce que d'une version à une autre, il y ait quelques changements d'API sur quelques fonctionnalités. Il faut s'attendre à ce genre de choses. Mais dès qu'on va atteindre la version finale, vous pourrez partir pour 10 ans s'il en faut, comme Spring Boot. Donc, quand on parle d'AI, de quoi on parle? En fait, l'idée, c'est de se dire,
Vous avez vos data, vous avez, c'est ce qui fait le cœur de votre application, des data qui sont stockées avec votre solution de stockage, votre solution de base de données. Vous allez vous appuyer sur des fonctionnalités dites d'intelligence artificielle pour proposer à vos utilisateurs une expérience moderne, avec peut-être des chatbox, avec peut-être de la reconnaissance d'images, de la génération d'images, etc., etc., en fonction de ce que propose votre fournisseur d'intelligence artificielle. Et l'idée, en fait, c'est d'arriver à brancher tout ça. Parce qu'il n'y a pas, vous n'allez pas avoir d'IA sans data. C'est ce qui fait le sens, hein, en fait, hein, votre application qui manipule des données qui vous sont propres. A priori, ces données-là ne sont pas connues de OpenAI ou de Google Gemini. Donc l'idée, c'est d'arriver à faire la boucle et de proposer un mécanisme qui va permettre au sein de votre application d'exploiter les données que vous manipulez et de pouvoir vous appuyer sur les fonctionnalités avancées de l'AI pour proposer quelque chose d'intéressant. Un peu de concept simplement pour vous donner un peu faire une certaine analogie. Aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de solutions qui tournent autour de l'intelligence artificielle. Vous allez entendre parler de LLM, de Large Language Model. C'est vraiment le cœur, en quelque sorte. C'est, entre guillemets, l'intelligence qu'on pourrait donner à ces composants-là. Et autour de ça, autour de cette intelligence qui est proposée par un LLM, on va venir y greffer différentes choses. On va avoir besoin de donner des instructions pour pouvoir manipuler votre LLM. Hein, c'est les fameuses instructions que vous allez taper dans votre OpenAI lorsque vous chattez avec Spring AI. Vous allez avoir la capacité de pouvoir récupérer les inputs peut-être de l'utilisateur et ensuite de formuler ces instructions avec des modèles, avec du templating et tout un mécanisme qui va permettre d'exploiter à la fois les entrées et les sorties proposées par le LLM. Je parlais tout à l'heure de data, c'est important la data, parce qu'on va avoir besoin de récupérer les informations dont on a besoin. Pourquoi? Parce que le LLM que vous allez utiliser, il n'a pas connaissance de votre modèle de données propre à votre application. Donc vous allez, dans certains cas, bien souvent d'ailleurs, devoir apporter des informations de contexte. Lorsque vous avez besoin de chercher, vous avez un chatbox qui propose d'aller récupérer l'état de la commande de votre client. L'OpenAI ou le Google Gemini, il n'a aucune connaissance de ces informations-là. Donc, vous allez, en fonction de ce qui aura été renseigné en données d'entrée par l'utilisateur, récupérer les informations dont vous avez besoin. Et pour ça, en général, on va s'appuyer sur des vector stores qui sont une manière de vectoriser l'information. On verra un peu plus tard de quoi il retourne. Mais l'idée, c'est d'être capable de pouvoir récupérer les informations dont on a besoin et de pouvoir ensuite les intégrer dans le contexte pour qu'ensuite, le moteur d'intelligence artificielle fasse son travail, retrouve l'information parmi les informations de contexte que vous aurez fournies. Peut-être qu'il va y avoir du formatage qui va être opéré, etc., etc. Et donc, tout ça, en fait, c'est des éléments qui vont tourner autour de votre LLM. Et aujourd'hui, dans le paysage de l'intelligence artificielle, vous avez pléthore de solutions qui existent. Hein, que ce soit au niveau des LLM, j'ai commencé à en citer quelques-uns. Les solutions de stockage type Vector Store, vous en avez à l'appel. Vous avez différentes manières d'interagir avec les instructions que vous allez donner en entrée de votre LLM. Bref, quand on commence à regarder tout ça, on se dit que si on devait tout faire à la main, en fait, ça serait compliqué de proposer quelque chose qui soit relativement indépendant, en tout cas qui n'ait pas un couplage fort avec les solutions que vous allez mettre en œuvre. Ça, c'est vraiment un élément important. Quand on a tout ça en tête, il n'y a pas juste OpenAI qui existe, il y a pléthore de solutions qui existent sur le marché. Et donc, la question, c'est de se dire comment je vais interagir avec tout ça. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de faire et ce qu'on va essayer de voir ce soir, puisque l'intelligence artificielle, aujourd'hui, s'impose comme un sujet important dans les applications d'entreprise. N'allez pas croire qu'on ne peut pas faire d'intelligence artificielle uniquement avec des langages type Python. Comme je le rappelais tout à l'heure, les applications Java en entreprise sont massivement déployées. Java, c'est le langage de l'entreprise.
vous avez une empreinte énorme de frameworks comme Spring, utilisés par des millions de développeurs au quotidien. Et donc, l'idée, c'est vraiment de voir comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur ces LLM, qui sont ni plus ni moins que des éléments qui fournissent des API. On interagit avec un LLM, avec une API qui est définie. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, bon, bah, on va s'appuyer sur ces API pour pouvoir donner des fonctionnalités supplémentaires à mon application. La question qu'on doit se poser derrière, c'est de se dire, quel LLM je vais choisir? Question légitime. Derrière le LLM que vous allez, la solution d'intelligence artificielle sur laquelle vous allez vous appuyer pour développer votre application, bah, vous allez probablement devoir installer et utiliser le SDK qui va avec. Bien entendu, les choses ne sont pas aussi simples dans la vraie vie. Quand vous allez vous connecter à OpenAI, vous allez commencer à utiliser les API proposés par ce moteur d'intelligence artificielle, bah, les copains à côté, les Google, les Microsoft, les Facebook, chacun en fait propose son SDK, chacun propose sa manière d'accéder aux différentes fonctions proposées par le LLM. Dit autrement, on ne peut pas écrire un moteur on ne peut pas s'appuyer sur un moteur de chat avec OpenAI et espérer qu'on puisse, sans avoir à reprendre l'application, croiser les doigts pour que ça puisse fonctionner avec un autre moteur. Donc ça introduit une certaine dépendance vis-à-vis des solutions que vous allez devoir mettre en œuvre. Et derrière tout ça, il y a le développeur. Donc il y a vous derrière. Donc comment est-ce qu'on fait pour arriver à solutionner ça? Et donc c'est précisément le rôle que veut jouer Spring AI dans ce paysage. On prend l'exemple de la base de données avec Spring Data, c'est exactement la même chose. On peut faire l'analogie avec Spring Cloud, qui va permettre de connecter votre application et d'exploiter des services proposés par vos cloud providers. Là, c'est pareil. Spring AI, c'est de se dire, sans avoir à vous soucier de ces problématiques d'intégration avec les différents SDK proposés par les fournisseurs sur le marché, vous allez voir que finalement, le même code source va pouvoir fonctionner, quelle que soit la solution qu'on va utiliser à peu près, qu'on va utiliser derrière. On verra les limitations qu'il peut y avoir, mais grosso modo, c'est du même genre que la connexion avec votre base de données. C'est vraiment l'idée derrière Spring AI. C'est important en termes de dépendance, en termes d'intégration. Il faut voir derrière, en fait, sur le long terme. Pourquoi c'est important un projet comme Spring AI? C'est de se dire que finalement, on ne sait pas demain quelle sera la solution d'intelligence artificielle qui sera prédominante sur le marché. Vous avez quand même plusieurs acteurs sur le marché aujourd'hui qui se tirent la bourre pour essayer de remporter et d'être la solution prédominante. On sait à quel point l'intelligence artificielle est un élément important aujourd'hui dans l'industrie. Et l'idée avec Spring AI, c'est de se dire aussi que les développeurs, ils n'ont pas 36 SDK ou 36 API à retenir. Et une fois que vous êtes familiarisé avec la manière dont fonctionne Spring et Spring AI, finalement, si demain il fallait changer de solution pour X raisons, on n'a pas besoin de réécrire l'application, c'est d'une part, et d'autre part, on n'a pas besoin d'apprendre et de connaître, découvrir ces nouveaux SDK qui pourraient apparaître. Donc, parce que Spring AI va faire ce travail d'abstraction et va essayer de simplifier la connexion. Est-ce que vous avez des questions? C'est clair pour l'instant? Okay. Donc, voilà, je vous balance tout de suite là un modèle qui peut vous faire peur, mais c'est pour bien que vous compreniez en fait que cette abstraction-là, c'est pas simple en fait, pour arriver à proposer quelque chose qui puisse fonctionner avec les différents modèles. Dites-vous qu'en fait, vous allez vous intéresser simplement sur les boîtes qui sont vertes, et c'est derrière le travail de Spring AI de fournir les implémentations qui vont bien, un peu à la manière d'un driver JDBC, finalement, qui va faire la connexion avec votre base de données. Spring AI, c'est la même chose. On va proposer une interface type chat client, par exemple, pour permettre d'envoyer des instructions à un LLM. Ce chat client, il va proposer du templating pour pouvoir mettre des paramètres, un peu comme les prepared statements en JDBC, si je devais faire une analogie. Et puis après, derrière, vous allez récupérer des résultats de votre LLM. Et Spring AI va vous permettre de faire cette intégration sans que vous ayez besoin de vous casser la tête. Donc, c'est bien que ça soit plutôt l'équipe Spring qui se casse la tête plutôt que vous quand il s'agit d'intégrer un moteur LLM. Rentrons dans le vif du sujet. Donc, c'est le premier sujet qu'on va aborder ensemble est l'API de prompt
qui est vraiment la première fonctionnalité que vous allez, sur laquelle que vous allez utiliser pour faire de l'intelligence artificielle. Là, vous avez à l'écran l'équivalent du Hello World pour Spring AI. Okay, donc là, vous reconnaissez à peu près un REST controller. Okay, donc je propose un endpoint. Et l'idée, c'est en fonction du paramètre que je mets en entrée, le query, eh bien, je vais interagir avec mon moteur LLM, donc le fameux chat client, qui a été en fait injecté préalablement dans ma classe. Je démarre un prompt, je lui donne, avec la méthode user, je lui donne en fait les données d'entrée pour l'instruction. D'accord, donc vous allez lui demander bonjour, comment ça va, quel est l'état de ma commande, machin, etc. En fonction finalement de ce qui aura été renseigné ici par l'utilisateur. Vous faites l'appel et après derrière vous récupérez le contenu. Donc c'est vraiment l'élément le plus simple, c'est la simple ligne, l'équivalent du Hello World que vous pourriez être amené à manipuler quand vous faites du Spring AI. Question. Pardon? Ça, c'est la dernière version. C'est la dernière version. Ça a beaucoup changé sur les versions, si tu connaissais un petit peu Spring AI. Là, en particulier, ce qui a été fait, et je trouve que c'est assez lisible, en fait, c'est dans l'esprit de, si vous avez suivi un peu Spring Boot, les REST Clients, par exemple, qui ont été rajoutés récemment dans Spring Boot, un client REST. C'est une API Fluent, on parle de Fluent API, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir enchaîner comme ça les appels les uns derrière les autres. Ça permet d'avoir quelque chose de concis, de ne pas avoir à vous soucier avec les types de données, les types de classes que vous auriez besoin d'instancier, parce que c'était le cas avant dans Spring AI. Il fallait instancier un objet, prompt, message. Voilà, il fallait faire tout un tas de choses. Là, finalement, ça simplifie, ça fluidifie, hein, Fluent, l'usage de l'API. Donc, voyons de quoi il retourne. On va tout fermer, comme ça on va faire ça, tout ça en direct ensemble. Donc j'ai un projet ici d'exemple, vous aurez accès au code source, qui va nous permettre de mettre en œuvre tous les exemples qu'on va voir ce soir, de manière live. Alors, on va croiser les doigts que ça puisse bien fonctionner. C'est un projet qu'on va pouvoir utiliser avec différents moteurs d'intelligence artificielle. Concrètement, lorsque vous avez votre projet, voilà quelques-unes des dépendances. Alors, je fais juste un petit raccourci, 2 secondes, pour vous montrer que si vous allez sur start.spring.io, c'est quand même la meilleure manière de créer des applications Spring. Donc, si je zoome un peu et vous avez besoin de vous connecter, je ne sais pas, à OpenAI, eh bien, vous allez pouvoir ici sélectionner la dépendance directement dans start.spring.io. Et si je génère le projet, en fait, vous allez avoir toutes les dépendances dont vous avez besoin pour pouvoir commencer à travailler. Voilà. Pour vous dire que même si le projet n'est pas en version finalisée, les choses déjà existent, sont prêtes dans start.spring.io. Donc, si demain, si vous vouliez démarrer par vous-même, cassez pas la tête, créez ce projet directement depuis start.spring.io. Bref. Dans ce projet-là, je m'appuie sur un certain nombre de services. Donc là, je vais juste démarrer Docker parce que je vais un peu plus tard m'appuyer sur une base de données Redis. Bon, je suppose qu'elle tourne, je ne sais pas, là, attaching to. On va le redémarrer. Il n'a pas l'air de démarrer. Bon, c'est pas grave. On va l'arrêter. On va arrêter. On va redémarrer Docker Desktop. OK. Donc, ce projet d'exemple, vous allez pouvoir le connecter avec OpenAI. Vous allez pouvoir le connecter avec Azure OpenAI, Mistral AI et également Ollama, qui est une solution qui va me permettre d'exécuter ces LLM sur ma machine. Donc là, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que je vais lancer en fait mes exemples sur ma machine. Donc là, j'ai un LLM qui tourne sur ma machine. Je vais pouvoir faire quelques petites choses avec, pas forcément de grandes choses comme la génération d'images qui nécessite beaucoup de CPU et de RAM, mais on va quand même pouvoir faire deux, trois trucs sympas. On va retenter en espérant que Docker, voilà, comme quoi des fois, dans le doute, on reboot, ça marche mieux. Et derrière, on va lancer notre application qui va me permettre en fait de sélectionner les AI providers. Donc là, c'est du code à moi qui me permet de simplement désactiver les dépendances manuellement. Normalement, dans votre projet, vous n'avez qu'un seul
qu'une seule dépendance. Vous allez dépendre d'OpenAI, vous allez dépendre de Google Gemini, etc. Et ce que fait Spring AI, c'est qu'il va auto-configurer automatiquement votre projet de la même manière qu'avec Spring Data, quand vous avez une base de données, tout ça se configure automatiquement. Si vous mettez plusieurs AI providers, il y a quelques petites choses à faire pour permettre le run simultané. Question ? Non, 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 c'est toi qui viens avec. C'est toi qui comme je l'ai fait dans start.spring.io. Tu vas sélectionner OpenAI ou etc. Enfin, celui qui convient à ton projet. Voilà. Donc j'ai mon application qui tourne. Et donc maintenant, on va simplement revenir sur l'exemple où on était. Donc voilà, rappelez-vous l'exemple de prompt. J'espère que c'est visible pour tout le monde. Donc vous voyez, on s'est ici injecté un chat client builder. Rappelez-vous, comme pour le REST client, vous avez un REST client builder dans Spring Boot, dans les versions récentes de Spring Boot. C'est la même chose avec Spring AI. On a une bonne idée d'utiliser les mêmes interfaces. Donc un chat client builder que je vais instancier. Et à partir de là, je vais pouvoir l'utiliser et faire mon appel REST. Donc c'est ce qu'on va faire là. On va lui demander « Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui ?» Et là, en fait, si je retrouve ma fenêtre ici de mon Lama, de mon Olama, pardon, tout ça, ça tourne sur ma machine. Donc, ce n'est pas non plus instantané comme sur d'autres moteurs. Mais voilà ici que il a été très bavard. Il nous a sorti une tartine, peut-être pour ça que ça a pris un certain temps. Mais là, voilà, là, on reste en local sur notre machine. Imaginez que ça pourrait très bien aussi tourner chez vous, sur vos infrastructures. Alors, ça nécessite pas mal de ressources pour faire tourner des moteurs d'intelligence artificielle chez vous. Mais c'est bien là que Spring AI a son intérêt. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire tourner ces choses-là à la fois en interne, et puis si besoin est, si vous avez besoin de déployer ça dans le cloud, de vous appuyer sur des moteurs qui seront disponibles en ligne pour avoir peut-être d'autres performances, d'autres fonctionnalités. Ce qui est plutôt sympa derrière, c'est que vous n'avez pas besoin de réécrire votre application. Un autre exemple, le prompt templating. Donc ça va être la capacité à pouvoir, cette fois-ci, avoir des prompts qui sont variables. Donc là, maintenant, on a ici plusieurs choses intéressantes. Vous allez avoir dans les instructions utilisateurs, on va insérer du texte qui est en fait une ressource. Pourquoi ? Parce que j'ai voulu externaliser le texte que je vais envoyer à mon LLM. Donc ça, Spring AI le supporte de manière native. Donc ça va vous permettre de sortir ça sous forme de ressources. L'intérêt, c'est que ce n'est pas en dur dans le code. Donc après, derrière, avec le mécanisme des ressources Spring, le @resource que vous connaissez certainement, et bien derrière, vous allez pouvoir personnaliser, peut-être avoir des prompts en français, dans différentes langues, etc., etc. Et là, vous voyez ici la notion de paramétrage qu'on va pouvoir utiliser à ce niveau-là. Donc ici, vous allez paramétrer. Et de la même manière qu'un prepared statement ou un JDBC client avec Spring Boot, à pouvoir insérer et paramétrer votre requête. Donc là, en l'occurrence, ce que je lui demande, c'est de me raconter une blague sur un sujet donné. Le sujet en question est en paramètre de mon endpoint. Et vous voyez ici une notion d'instruction système. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Lorsque vous interagissez avec un LLM en mode chat, comme on le fait là, vous avez la capacité de définir des instructions dites système. Ce ne sont pas des choses qui viennent de l'utilisateur, mais ça permet de faire presque un jeu de rôle en fait avec le LLM. Vous allez lui dire, écoute, voilà, comporte-toi comme un comique qui raconte des blagues. Par contre, je ne veux pas que tu racontes des choses offensantes. Donc, reste poli et reste politiquement correct, entre guillemets. C'est comme ça qu'on va pouvoir définir en fait le scope et donner un rôle à notre LLM. On va envoyer la commande et vous allez voir que en fait, le paramètre ici va être pris en compte et va générer la requête qui va bien vis-à-vis du LLM. Si vous reprenez dans le projet, vous avez, alors j'ai activé ici le debug, qui va permettre en fait de déconstruire, si vous êtes curieux, de voir tout ce qui s'est passé en fait sous le capot. Vous allez voir ici qu'on a utilisé un modèle Mistral en tant que LLM, et vous avez les messages qui sont envoyés, les instructions qui sont envoyées de niveau système. Et à la fin, vous allez avoir le paramétrage ici, vous voyez, le DevOps, il a été intégré automatiquement. Le templating, quoi.
Voilà. Donc, c'est ça qui va nous permettre d'avoir des éléments paramétrables. Il y avait une question, oui, peut-être. Ouais. La mémoire, c'est-à-dire? Ah oui, la mémoire. Alors, transition parfaite. Lorsqu'on fait des appels à un LLM, okay, vous allez envoyer une instruction, ben, tous les LLM du marché, en fait, ils sont dits stateless. C'est la transition parfaite. Merci pour la question. Et c'est le prochain exemple qu'on va voir. Là, en fait, lorsque vous allez... alors, je vais vous montrer le code, comme ça, vous allez voir de quoi il retourne. Là, j'ai un exemple où je vais discuter avec mon LLM, hein, que ce soit Mistral, que ce soit OpenAI, Google Gemini. Encore une fois, vous regardez les imports, il n'y a strictement aucune référence avec le LLM qu'on utilise derrière. Hein, c'est du pur Spring AI. Donc, ce que je vais faire ici, là, c'est que je vais envoyer deux éléments. Je vais lui dire, OK, mon nom, c'est Alexandre. Première instruction, premier prompt que j'envoie au LLM. Tout de suite après, je lui renvoie une deuxième instruction. Bonjour, quel est mon nom? Comment je m'appelle? On va voir le résultat. Lorsqu'on est dans un paramétrage classique de base, votre LLM, derrière, il est dit stateless, il n'a pas d'état. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous allez lui demander, vous allez lui dire, voilà, je m'appelle John Doe, vous le réinterrogez quelques millisecondes d'après derrière, il ne sait plus qui vous êtes. Voilà. Il n'y a pas de notion d'état, donc c'est compréhensible. Imaginez en fait un OpenAI qui reçoit des millions de requêtes tous les jours, si ce n'est pas plus. Ce n'est pas à lui de gérer l'état. Donc c'est au niveau applicatif que vous allez devoir prendre en compte lorsque vous avez plusieurs instructions, lorsque vous êtes par exemple dans une fenêtre de chatbox, prendre en charge l'historique. L'utilisateur, il discute avec vous, il n'a pas envie de répéter à chaque fois son nom, son prénom, son numéro de commande, etc. etc. Donc ça, c'est ce qu'on a par défaut en fait avec le fonctionnement lorsqu'on vous a envoyé plusieurs prompts. Dans Spring AI, vous avez la notion d'état, stateful, qui va nous permettre en fait de rappeler au LLM qu'on utilise derrière qui on est et en fait de se rappeler de la conversation qu'on est en train de mener avec lui. Imaginez que j'envoie cette requête-là, mais il y en a peut-être des dizaines de milliers en même temps qui arrivent sur le moteur LLM. Et lui, en fait, il va être capable, grâce à Spring AI, de se rappeler des conversations précédentes qu'on a pu avoir. Et donc là, en fait, ce qu'on peut voir brièvement là, c'est qu'en fait, le code est strictement le même. La seule chose que je viens rajouter, c'est un mécanisme dit advisor, qui est un espèce de filtre, un peu comme les serviette filters, si vous connaissez un peu Java J2E. L'idée, c'est de pouvoir intercepter en fait toutes les requêtes qui sont faites avec le moteur LLM et de pouvoir soit les modifier, soit rajouter des éléments, voire supprimer des éléments avant de les envoyer et après avoir reçu des réponses. Donc, ce que propose Spring AI, c'est un ensemble de advisors. Et donc là, en l'occurrence, il y en a un que je mets en exemple ce soir, le Prompt Chat Memory Advisor, qui va me permettre de rajouter un historique à ma conversation. Donc, sans que j'ai besoin de changer quoi que ce soit dans mon code, simplement, ici, là, lorsqu'on va être dans le Hello Memory, on va utiliser un Prompt Chat Memory Advisor qui va se rappeler des instructions qu'on a, de la conversation qu'on est en train d'avoir avec notre LLM. Si bien que là, si vous allez vous l'interroger de nouveau, mon nom est John Doe, et l'instant d'après, quel est mon nom? Ton nom, c'est John Doe, tu viens juste de me le dire. Hein. Là, on commence à avoir quelque chose d'un peu plus intelligent qu'une simple machine qui ne se rappelle pas la conversation qu'elle a eue il y a 2 secondes. En termes de code, c'est strictement la même. Oui. Qu'est-ce que j'ai pris comme identifiant? C'est-à-dire? Alors là, en l'occurrence, c'est l'application en fait qui va le gérer. Je n'ai pas besoin, moi, de changer quoi que ce soit avec mon LLM. Ce qui va se passer en fait derrière, c'est qu'au moment où tu vas envoyer les instructions, le prompt chat memory advisor ici vient automatiquement changer le prompt. C'est-à-dire que là, c'est non seulement le prompt initial que je vous ai montré tout à l'heure, mais ici, on voit ici quelque chose qui n'était pas dans mon prompt que j'ai envoyé. Ce que fait Spring AI pour moi, c'est qu'il vient changer les instructions, il vient rajouter des choses supplémentaires, et en quelque sorte, il implémente la mémoire, qui est quelque chose qui n'est pas présente par défaut dans le LLM. Et là, en l'occurrence, en lui disant, écoute, voilà la conversation qu'on a eue il y a quelques millisecondes avant, mais tu l'as certainement oublié. Et c'est ça qui va permettre de rajouter un état.
Non, 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 parce que l'état, il est stocké côté client. C'est comme l'équivalent d'un cookie, en quelque sorte. D'accord? J'envoie les instructions et donc il peut y avoir 10 000 clients simultanés. Chaque connexion, chaque client va renseigner les informations de contexte. Donc, il n'y a pas moyen de s'en mêler les pinceaux avec ce mécanisme-là. Voilà. Donc, vous voyez qu'avec avec Spring AI, c'est enfantin de rajouter ce genre de choses. Donc là, l'idée, on fonctionne en mémoire, mais vous ne faites pas ça en production, bien sûr. Vous allez pouvoir, par exemple, stocker les conversations dans une base de données ou dans un système, enfin, peu importe, hein, quelque chose de persistant pour que, quelle que soit l'instance, hein, imaginez, vous avez 10 instances de votre application avec du load balancing. Si vous fonctionnez comme ici en mémoire, ça ne va pas marcher parce que vous n'allez probablement pas tomber sur la même instance. Donc l'idée, c'est de stocker dans une base de données, dans un stockage persistant, la conversation qu'on a pu avoir. Et il y a des implémentations qui existent qui vont vous permettre de vous simplifier la tâche avec Spring AI. Ouais. Oui. Il y a des mécanismes qui vont te permettre de le spécifier au niveau de l'instance chat client. De la même manière que le REST client, tu peux définir des choses globales. Tu peux personnaliser ce genre de choses. Voilà. Quelque chose d'un peu plus sympa. Voilà, pour l'instant, on n'a vu que du texte, donc c'est assez simple. Et ça, c'est vraiment. Là, on va commencer à rentrer dans le dur. Okay, là, pour l'instant, on a envoyé du texte, on a reçu du texte, mais pour une application, c'est pas très utile, vous en conviendrez. Si je veux extraire des informations qui ont été réceptionnées par le LLM, bon, je ne vais pas m'amuser à parser le résultat retourné par mon LLM pour essayer de le représenter après derrière dans un formulaire avec une page web et l'afficher de manière propre dans mon interface utilisateur. En tout cas, je vous déconseille de vous lancer dans ce genre de choses. Non. Ce qu'on va faire avec Spring AI, c'est qu'on va être capable de lui dire, écoute, tu vas envoyer la requête. Par contre, le résultat que tu récupères, tu vas le stocker dans un objet Java pour ensuite pouvoir le manipuler. Et vous en faites ce que vous voulez de votre objet Java. Ça va peut-être être quelque chose que vous allez utiliser, qui va être une entité JDBC ou JPA que vous allez stocker dans votre base de données. C'est peut-être un objet type DTO que vous allez renvoyer vers la requête du client. C'est peut-être un paramètre du templating, si vous faites du Teamleaf ou du formatage de page web. C'est peut-être des paramètres que vous allez utiliser, un record Java par exemple. En l'occurrence, c'est ce que j'ai ici, là. Je vais demander, en fait, non pas à récupérer du texte, mais quelque chose de structuré. Donc, comment est-ce qu'on fait pour rajouter de la structure aux objets, aux réponses renvoyées par notre LLM? Ben, c'est simplement avec une ligne de code. Donc, point entity. Au moment où vous faites votre appel, vous dites, écoute, le résultat, je veux que tu le stockes dans cet objet-là. Et cet objet-là, en fait, mon REST endpoint, il est assez simple. Je prends l'objet, je le retourne. Et donc, si on fait cet appel-là, on va lancer l'exemple. Et là, ce n'est pas du texte qu'on va récupérer, mais c'est une structure JSON. Pourquoi? Parce que l'objet Java qui a été instancié par Spring AI, qui va en fait se charger de préconfigurer le LLM pour que ça marche, hein, grosso modo. Ensuite, donc, on récupère un objet Java. Et vous savez que si vous retournez un objet Java d'un REST contrôleur et qu'éventuellement vous précisez un media type, eh bien là, c'est toute la magie de Spring MVC qui entre en jeu. Là, on sort de Spring AI. Hein. Vous prenez n'importe quel REST point REST, vous retournez un objet. Par défaut, ça va être formaté avec, éventuellement avec du JSON. Ce qui vient de se passer ici, en fait. Et là, on commence à rentrer dans la vraie vie. La vraie vie d'un développeur qui doit rajouter de l'AI dans son application. Ce n'est pas pour faire des Hello World et retourner du texte, mais c'est pour pouvoir manipuler tout ça avec des objets Java qu'on va ensuite pouvoir soit stocker dans une base de données ou retourner ça dans la requête de l'utilisateur. C'est précisément ce qu'on vient de faire là. Voilà. Et pour aller encore plus loin, et pour vous convaincre que derrière, si on fait même ce genre de choses, là, c'est plus Spring AI qui joue, mais c'est Spring MVC. Okay, donc là, j'ai dit, au moment où je fais ma requête, je lui dis, écoute, moi, j'accepte du XML. Et donc là, c'est Spring MVC qui récupère l'objet Java et qui, au lieu de me retourner un JSON, va me retourner en fait l'objet en format XML. Vous voyez à quel point ici, cette instruction, qui a l'air de rien, hein, permet de faire énormément de choses et facilite énormément l'intégration avec les applications Java. Imaginez tout ce qu'on va pouvoir faire derrière. Donc, on continue. Et ça va me permettre d'introduire le prochain sujet.
ne veux pas être trop en retard. On va parler de quelque chose qui s'appelle le RAG. Retrieval Augmented Generation. Vous allez beaucoup en entendre parler quand vous allez commencer à faire de l'intelligence artificielle. De quoi il retourne? En fait, l'idée, c'est quoi? Je vais aller un peu vite. C'est que votre LLM, votre intelligence artificielle, elle a été entraînée sur un jeu de données à un moment donné. Donc, l'OpenAI, le Google Gemini, etc., ils ont récupéré un corpus de données. Ils se gardent bien de nous dire comment est-ce qu'ils ont récupéré ces données d'ailleurs. Hein, c'est tout l'enjeu des différents LLM, mais on peut imaginer que Facebook, avec son Llama, va chercher les informations dans les posts des différents utilisateurs, des millions d'utilisateurs qui utilisent le service. Google, on peut imaginer qu'ils vont récupérer les informations un peu partout, que ce soit tout ce qu'il va trouver sur le web, mais aussi les photos que vous envoyez. Hein, Google Photos, c'est un formidable jeu de données exploitable par Google. OpenAI, on fait des choses plus ou moins rigolotes avec les jeux de données. Bref, vos LLM, ils sont entraînés par rapport à ces jeux de données, mais à un moment donné, voilà, c'est fixe. Ça veut dire que lorsque vous allez utiliser OpenAI, par exemple, vous lui demandez quel a été le moment où tu as été compilé, entre guillemets, il va vous dire quelque chose comme septembre 2022. Ça veut dire que tout ce qui s'est passé après, lui, il n'en a pas connaissance. Il ne sait pas parce qu'il n'a pas été entraîné sur ce qui a pu se passer en 2023 ou en 2024. Et donc, c'est là l'intérêt du pattern RAG, c'est de donner des informations de contexte, des informations qu'il n'a pas, soit des informations publiques, connues de tous, quelle est la hauteur de la Tour Eiffel, combien d'habitants à Marseille, mais c'est encore plus intéressant dans un contexte d'entreprise parce qu'on va pouvoir aussi renseigner des informations qui sont privées, des informations qui ne sont connues que de vous hein, et de votre boîte. Donc, le Retrieval Augmented Generation, c'est quoi? C'est d'augmenter le prompt que vous allez envoyer au LLM avec des informations supplémentaires. Vous allez donner des informations de contexte. Et pour ça, on va s'appuyer sur différentes techniques, notamment les vector stores, pour récupérer l'information dont on a besoin à partir d'une phrase, à partir de données formulées par l'utilisateur. Être capable de retrouver, selon le domaine, selon la question qui a été posée par l'utilisateur, on va retrouver toutes ces informations qui y sont rattachées. Les vector stores, c'est un élément important, alors le RAG et le vector store, ce n'est pas des choses qui sont propres à l'intelligence artificielle. On peut l'utiliser dans d'autres contextes, mais ça s'y prête assez bien quand on fait ce genre de choses. Vector store, c'est quelque chose qui va permettre vis-à-vis de votre modèle de données, d'indexer votre donnée et de donner en fait à chaque élément du sens. C'est-à-dire que si vous demandez à votre vector store alors pourquoi on parle de vector store? Parce qu'on parle en fait d'un vecteur. Hein. L'idée, c'est de prendre pour un morceau de texte, une photo, une vidéo, du son, de donner en fait un ensemble de vecteurs qui correspondent au sens porté par l'élément qu'on manipule. C'est pour ça que vous avez une représentation tridimensionnelle ici. Et donc, si vous avez une photo, si vous avez du texte d'un poulet, donc il faut imaginer un vecteur comme ça qui nous amène dans une certaine direction dans l'espace. Et si vous prenez une photo avec un poulet ou un coq, et ben cette photo, elle est proche du texte chicken, du texte poulet. Et donc l'idée du vector store, c'est de se dire, de pouvoir retrouver tous les éléments qui sont liés entre eux, qui sont proches d'un point de vue sens. Pourquoi? Parce que les vecteurs qui sont attachés à ces données seront proches. Donc c'est ça que fait le vector store, c'est-à-dire vous lui donnez une donnée en entrée, lui il va identifier un ensemble de vecteurs et il va vous retrouver dans l'ensemble des informations qui sont présents, tous les vecteurs qui sont proches de votre input, que ce soit ensuite en fonction de ce que vous aurez mis dans votre vector store, des images, du son, du texte, etc. On prend l'exemple de la pomme. La pomme, c'est autant le texte que le fruit, que le logo d'Apple. Donc l'idée, c'est vraiment de retrouver du sens avec des éléments qui ne sont peut-être pas forcément simples à appréhender. Donc c'est ça que représente le vector store. Et donc, dans un contexte de Retrieval Augmented Generation, en fonction des données qui sont fournies par l'utilisateur en entrée,
on va s'appuyer sur ce pattern-là, et en particulier dans Spring AI, avec un ensemble d'API qui sont mises à disposition pour, d'une part, extraire les informations de votre modèle de données. Donc, on va les extraire. On va ensuite lancer un processus d'indexation. Et donc, ça veut dire que vous allez prendre, par exemple, vos tables JDBC de vos clients, par exemple, ou vos commandes, et vous allez indexer les données qui font partie de votre modèle de données. Et ces informations que vous allez indexer vont vous donner des vecteurs que vous allez ensuite stocker dans un vector store. Que ce soit un Redis, que ce soit les différentes solutions qui existent sur le marché. Et on va stocker tout ça pour pouvoir les utiliser derrière. Ces interfaces-là, elles sont proposées par Spring AI. Et quelle que soit la solution d'indexation que vous allez utiliser, le code sera le même. Donc là, encore une fois, rappelez-vous, vous avez différentes solutions pour pouvoir faire ce genre de choses. Spring AI simplifie et fournit une abstraction par rapport à tout ça. On va voir dans une démo de qu'est-ce qu'on peut faire avec ce genre de choses. Donc, pour ça, je vais déjà peut-être faire une chose. Je vais arrêter mon application et on va en profiter pour basculer sur un autre modèle. Donc, on va aller sur de l'OpenAI, par exemple. Donc là, ça ne tourne plus en local sur ma machine. On est maintenant... mon application tourne en local sur ma machine. Par contre, je ne fais plus le LLM sur ma machine. Donc, on va relancer l'application. Pas besoin de recompiler ou quoi que ce soit. Là, pour le coup, vous voyez en direct ce que ça peut permettre de faire. Et donc, qu'est-ce que j'ai là? Là, j'ai un exemple, une démo dans laquelle j'ai un ensemble de films. Donc là, j'ai la liste des films qui sont sortis en 2024. Rappelez-vous, OpenAI n'a aucune connaissance des films qui sont sortis cette année, parce qu'il a été entraîné sur des données qui datent d'avant. Donc, ce que je fais ici, là, c'est que j'ai du code qui a parsé un fichier CSV. Donc là, on n'est pas dans du Spring AI. Simplement, on extrait les informations. Et après, derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer l'indexation. Et donc, si on regarde au niveau du code, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans mon implémentation, ici, hop, mon vector store, j'ai un document. Donc, alors, on va regarder en entrée, on a quoi? En entrée, on a un film, qui est un record, qui est ma donnée à moi, qui ne fait pas partie de Spring AI. Je vais créer en quelque sorte une fiche. Imaginez ça vraiment comme une fiche. Une fiche Bristol. Vous allez ici mettre toutes les informations que vous souhaitez indexer en vrac. C'est ce que je fais là. Là, je crée une chaîne de caractères. Et ce que je veux en fait derrière, c'est pouvoir créer un document. Le document, c'est la donnée qui est indexable par mon vector store et derrière par l'API de Spring AI. Je peux éventuellement rajouter des métadatas. Ça va me permettre, lorsque je vais faire mes requêtes ultérieurement, de pouvoir filtrer en fonction de l'année, en fonction de différents critères qui vont dépendre de ce que vous souhaitez faire. Et vous allez renseigner tout ça dans votre vector store. Donc là, j'ai dans mon fichier CSV littéralement des dizaines, des milliers de films qui sont renseignés. Et je vais rajouter ces éléments-là et les indexer grâce à une seule ligne, vector store. Je peux changer l'implémentation. Là, en l'occurrence, j'utilise Redis dans le cas présent, d'où le Docker Compose que j'ai lancé précédemment. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste partir de zéro. On va lancer l'indexation. Donc, en tâche de fond, ce qui va se passer ici, c'est que avec Spring AI, donc on va créer les fameuses fiches Bristol de chacun des films que j'ai extraits de mon fichier CSV. Et je vais ensuite créer les fameux vectors dont j'ai besoin, qui vont être automatiquement créés par mon vector store au moment où je les ajoute. Et ce que je fais, c'est qu'en fait, ce n'est pas Spring AI qui va créer et identifier les vecteurs par rapport aux différentes fiches, mais vos différents AI providers, encore une fois, les Google, les Azure, etc., mettent à disposition des API pour indexer les données. Là, c'est ce que je fais, en fait, sans le savoir, simplement en faisant vectorstore.add. Il y a toute cette mécanique qui entre en jeu pour indexer la donnée et ensuite la stocker dans le Redis. Vous voyez, moi, dans mon code ici, j'ai aucune connaissance de tout ça. Je ne sais pas que j'utilise Redis, je ne sais pas que j'utilise OpenAI. Tout ça, en fait, c'est des paramétrages qui sont définis dans mon application en fonction du fournisseur que j'utilise. Et bien là, si on est sur l'OpenAI, je vais utiliser un modèle d'indexation qui dépend et qui n'est disponible que chez OpenAI. Donc, c'est simplement du paramétrage. Pas besoin de manipuler du code pour pouvoir faire ce genre de choses.
Donc là, on a stocké l'information. Donc maintenant, là, ce qu'on veut faire, c'est mettre en œuvre ce pattern. Donc qu'est-ce qu'on veut faire? J'ai des films. Donc ce que je veux là, c'est créer un nouveau film à partir de 2 films existants. Donc ce qu'on va faire, ce qu'on appelle un mash-up. Donc je vais dire, écoute, je vais prendre Le Seigneur des Anneaux, je vais prendre Moi, moche et méchant, des films, alors un animé là qui va sortir bientôt, Moi, moche et méchant qui est sorti cet été. Tu prends ces 2 films-là, tu as un synopsis attaché à chacun de ces films que j'ai préalablement chargé et indexé. Donc ça, OpenAI n'a aucune connaissance de ces 2 films-là. Mais donc je vais donner ces informations de contexte à OpenAI et je vais lui dire, écoute, en fonction de ces 2 documents-là, crée-moi un 3e film qui est un mélange de ces 2-là. Et puis on va voir derrière ce qu'on va pouvoir en sortir. Donc ce film-là, vous voyez ici, en fait, mon prompt, quand vous faites du RAG, c'est exactement la même chose que si vous le faisiez à la main. Vous pourriez aller dans votre chatbox OpenAI, copier-coller la description, hein, le synopsis du film numéro 1, et lui dire, voici le film numéro 2, voilà son synopsis, et ensuite une instruction, crée-moi un mélange de ces 2 films. Le RAG, c'est ni plus ni moins que le copier-coller que vous pourriez faire en tant qu'utilisateur. Sauf que là, ensuite, on va pouvoir manipuler avec Spring AI ces informations-là. Là, en l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est en fonction des 2 titres qui sont passés en paramètres de mon endpoint, pouvoir retrouver, et ça, c'est l'information clé qu'il faut retenir, le search request, pour pouvoir interroger le vector store et récupérer tous les films qui sont à peu près, qui parlent du Seigneur des Anneaux, par exemple. Hein, parce que le nom du film n'est pas exactement le Seigneur des Anneaux, hein, c'est la guerre des machins. Et là, en fait, en l'occurrence, ce qu'on veut, c'est retrouver ces informations-là dans notre vecteur avec une similarité qui est paramétrée ici, qui va nous permettre de récupérer les informations dont on a besoin. Une fois qu'on a récupéré nos films, ici, on vient rajouter les instructions, ce qui va nous permettre de faire des choses rigolotes, comme ici, là, faire la fusion de ces deux univers. Et alors là, pour le coup, on a l'OpenAI qui travaille. Voilà, on a récupéré Moi, moche et méchant 4. Je n'avais pas introduit le numéro 4 dans le titre de film, mais il me l'a quand même retrouvé. Le Seigneur des Anneaux, qui ne doit pas être loin, il l'a également retrouvé. Et en fait, après, derrière, ce qu'il va nous faire, c'est qu'il va nous faire un mélange de tout ça, sans qu'on ait, nous, besoin de le faire, avec Grou qui affronte la Terre du Milieu. Sûrement un bon film à voir. Si vous êtes allergique à l'anglais, on peut faire la même chose en demandant à OpenAI de traduire le résultat derrière en français. Donc c'est la même requête, le même mécanisme, à partir de 2 films en entrée. Donc là, j'ai pris Ghostbusters, qui est sorti cet été, Moi, moche et méchant 4. Et puis on va ici générer un 3e film, donc avec un synopsis qui a été généré par OpenAI. Et ensuite, derrière, j'ai en plus demandé à traduire le résultat en français, l'Empire glacial et la famille Grou qui doit affronter l'ère glaciaire. Bref, vous voyez ici un exemple de mise en œuvre de pattern RAG appliqué à vos applications. Dans un contexte d'entreprise, ça va être récupérer la fiche client d'un utilisateur, récupérer ses commandes, les donner sous forme de contexte, et ensuite laisser le travail de l'intelligence artificielle faire son travail. Oui. Alors, c'est tout le problème. C'est tout le problème. Et c'est tout l'enjeu autour de l'intelligence artificielle, c'est que fait OpenAI des données que je lui envoie? Ça, il faut poser la question à OpenAI. Moi, on ne peut pas répondre à cette question. C'est peut-être tout l'intérêt d'ailleurs de faire tourner ces modèles-là chez vous en interne pour maîtriser les données qui éventuellement peuvent sortir. C'est très, très important d'avoir ça en tête. J'essaye d'avancer un peu vite pour ne pas être trop en retard. On a jusqu'à écart 10, ok, 5 minutes. Alors, génération d'images. Là, on a généré du texte. On va maintenant générer des images. Okay, le Generative AI, c'est aussi un usage sympa de ce genre de choses. Là, vous avez un exemple d'API pour pouvoir manipuler n'importe quel modèle de génération d'images avec Spring AI. Vous voyez là, c'est l'affaire de quelques lignes de code, c'est 3 fois rien. Vous allez définir les options de votre image, vous allez définir le prompt. Là, j'ai voulu générer un pingouin sur un immeuble. Voilà le résultat qui est généré. On a ici un exemple qu'on va pouvoir représenter. Donc là, vous avez le code source et le code ici, l'appel.
une photographie d'un programmeur Java qui travaille dans son bureau avec la tour Eiffel en fond. On va, hop là, si j'arrive à choper le prompt, envoyer tout ça dans notre... je ne sais pas s'il l'a envoyé. Il n'a pas l'air de l'avoir envoyé. Hop, s'il te plaît. Voilà. Donc, j'envoie ça. Derrière, je laisse le soin à OpenAI de générer une image. Et puis, à un moment donné, je vais récupérer l'image qui aura été générée et je vais l'afficher ici avec quelque chose de très, très pensif, hein, très inspirant. Voilà, on va dire ça comme ça. Ce qu'il faut retenir, c'est simplement le code qu'il y a derrière, en fait. Hein. Vous voyez, c'est 3 lignes de code pour donner le prompt à votre image et ensuite générer. En résultat, vous allez récupérer une URL. C'est-à-dire que OpenAI, quelque part, a stocké l'image et ensuite, à vous d'en faire ce que vous avez besoin, la rapatrier, la récupérer, la renvoyer vers l'utilisateur, etc., etc. Bien sûr, bien sûr. Tu récupères l'image et voilà, à toi d'en faire ce qu'il faut. Moi, en l'occurrence, dans mon code, qu'est-ce que je fais? Je fais une redirection pour afficher directement l'image. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est ces 3 lignes de code. 3 fois rien. On continue. Ça, c'était plutôt sympa. Maintenant, on va faire l'appel de fonction. Et là, je vous dis, c'est quelque chose qui... Moi, la première fois que j'ai vu ça, ça m'a bluffé. Là, l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, je ne sais pas à l'avance de quoi j'aurai besoin. Donc, parce que j'ai un prompt d'utilisateur qui chatte et qui va nous demander qui va nous faire des demandes plus ou moins farfelues. Et donc là, l'idée, c'est de dire, en fait, à notre moteur LLM, à OpenAI, Google Gemini, encore une fois, peu importe, si jamais tu as besoin de récupérer la fiche client, si tu as besoin de récupérer la commande intitulée machin, voilà une fonction que je te mets à disposition. Et donc là, en fait, on va discuter avec OpenAI. OpenAI va se dire, tiens, je n'ai pas les informations dont j'ai besoin pour pouvoir répondre à la requête de l'utilisateur. Et donc, je vais revenir vers Spring AI et lui dire, écoute, appelle-moi cette fonction get order. Récupère-moi la commande, en lui passant les paramètres de la commande en question. Parce que lui, il a compris que l'utilisateur lui a dit, ma commande numéro tartempion, où est-ce qu'on en est? Et donc là, l'appel de fonction va se faire par votre application, qui va aller chercher les informations dans votre base de données, va peut-être même faire des appels REST, enfin bref, toute votre mécanique en interne, récupérer l'information de la commande, et ensuite Spring AI va récupérer ce résultat, va le redonner à Spring AI, à OpenAI, pardon, vous suivez, et derrière faire le travail et retourner le résultat final. Voilà. Cette function calling, c'est quelque chose d'assez puissant. Là, vous avez un exemple de donne-moi la météo à partir d'une ville. OpenAI a été entraîné sur un jeu de données statique, donc il ne peut pas savoir le temps qu'il fait en ce moment-là, tout de suite. Et donc là, ce que je fais, c'est que j'ai une fonction qui va me permettre de récupérer le temps qu'il fait. Et donc, c'est ce qu'on va faire là, dans notre code. Je peux définir des fonctions. Donc là, en l'occurrence, j'ai un moteur, un waiver service qui me permet de récupérer le temps qu'il fait en fonction d'une ville. Et vous voyez ici, entre guillemets, les métadonnées que je dois renseigner. Si vous n'avez pas l'habitude de documenter votre code, ben là, pour le coup, pour OpenAI, il va falloir écrire un peu de documentation, entre guillemets. Vous devez dire à OpenAI, écoute, si tu as besoin de récupérer la météo dans une ville, voilà la fonction qu'il faut appeler. Et donc ça, c'est des choses que vous allez mettre ici, entre guillemets, autour de votre fonction. Donc ça, c'est une fonction qui permet de récupérer la météo dans une ville. Okay. Et là, c'est tout, en fait. C'est tout ce qu'on a besoin de faire. Je n'ai pas besoin, moi, de faire du RAG et d'aller chercher la météo dans toutes les villes du monde et de l'insérer dans le contexte et espérer que l'utilisateur tape dans une donnée que je lui fournis en contexte. Mais là, on inverse la dépendance. Okay, c'est un peu comme Spring, la version de dépendance, tout ça, vous connaissez l'histoire. Donc là, l'idée, c'est je laisse OpenAI déterminer les informations dont il a besoin. S'il a besoin de la météo, il va revenir vers moi et il va me demander d'appeler ce bout de code. Donc là, c'est ce qu'on fait. On va lui demander quel temps il fait à Paris. Aucune chance qu'il sache de quoi il retourne. Et il va nous donner la température qu'il fait. Vous avez différentes manières de le faire. De manière inline, vous pouvez définir vos fonctions de manière globale dans votre application et simplement y référer avec un nom, un nom global. Donc c'est ce que je fais ici pour éviter de reproduire le code
dans toute mon application. Et là, en plus, vous voyez que je fais quelque chose qu'on avait vu tout à l'heure, c'est-à-dire que je récupère le résultat et en plus, je le formate et je le crée dans un objet Java. Et en l'occurrence, ça va me faire un objet JSON si on relance la même requête. Au lieu d'avoir du texte, hein, et imaginez qu'on ait besoin de parser le texte. Non, là, on va récupérer une structure JSON qui sera utilisable par votre application. Vous imaginez un peu tout ce qu'il y a derrière comme mécanisme d'intégration? Ouais, on va voir ça juste après, c'est le prochain exemple. Il y avait une question? Ouais. Oui. En fait, ce qui est clé dans tout ça, en fait, ce sont les données qu'on va mettre autour de notre fonction. Donc, les fameuses descriptions. Donc là, dans mon code, ici, j'ai fourni la description, c'est entre guillemets la Javadoc de ma fonction, mais pour OpenAI ou pour mon Google Gemini. Donc, c'est ça qui est fort, c'est que lui, il comprend que s'il a besoin de récupérer une commande utilisateur, il faut qu'il appelle cette fonction. Quand est-ce qu'il va l'appeler? On ne sait pas. A priori, quand il en aura besoin. Voilà. Et donc, là, pour aller dans ton sens, par rapport à la question, là, je fais un exemple beaucoup plus complexe pour voir un peu l'enchaînement de tout ce qui va se passer. Donc là, je vais lui demander de me sortir parmi les 5 villes les plus peuplées en France, quelle est la température dans ces villes-là? Vous voyez le truc? C'est que là, je mixe à la fois des données statiques. Je n'ai pas fourni une fonction pour donner la population d'une ville. On va supposer que depuis ces 2 dernières années, à peu près, la population est à peu près stable. Donc, il va y avoir une première réflexion qui va être introduite par OpenAI, par votre LLM derrière, pour identifier les villes les plus peuplées. Donc, il va sortir les 5. Et ensuite, pour chacune de ces villes, il sait qu'il doit aller chercher la fonction getWeather. Et donc, il va enchaîner les 5 appels derrière. Donc, c'est ce qui se passe là. Vous avez simplement la fonction qui est mise à disposition. Et là, vous voyez en temps réel la température qu'il fait dans les 5 villes les plus peuplées de France. Vous voyez un peu le mode. Pourquoi on fait de l'intelligence artificielle? C'est pour pouvoir répondre à ce genre de requêtes. Pouvoir s'appuyer à la fois sur les données de contexte, les données statiques qui sont connues du modèle LLM, et ensuite pouvoir ajouter des côtés dynamiques avec les fonctions qui sont propres à votre métier, qui sont propres à votre application. On est sûr de rien. La vérité, c'est qu'on est sûr de rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, les moteurs LLM sont coutumiers d'une chose, c'est de l'hallucination. Et donc, dans les prompts, il faut lui expliquer, il faut être explicite, il faut lui dire, écoute, ne prends pas en compte des données statiques que tu connais, du pre-existing knowledge, on parle. Et donc là, c'est toute la science du prompt templating. D'aucuns diront du prompt engineering, c'est-à-dire savoir bien écrire un prompt pour être sûr qu'il ne va pas s'appuyer sur des données préexistantes. Voilà. J'avais une question. Ouais. Ouais. Ça après, c'est à toi de l'implémenter. Si tu souhaites mettre en place un cache, là, en l'occurrence, là, dans mon Weather Service, on est sur du pur Java, en fait. Hein. Ah, ça, c'est le prochain. Ça fait partie des prochains enjeux autour de l'intelligence artificielle. C'est comment je protège l'accès à mes données. Là, je mets à disposition des fonctions, mais on est dans un contexte donné. Vous voyez, on est dans un prompt dans lequel je lui ai explicitement dit voici les fonctions que tu as le droit d'utiliser. S'il y a des fonctions sensibles ou des données qui me permettent d'accéder à des données sensibles, je ne vais peut-être pas le mettre les référencer dans mon prompt. Mais derrière, ça pose quand même la question de savoir qui est derrière, quel est l'utilisateur qui a posé la question. Et ça fait partie des choses qui ne sont pas encore implémentées dans Spring AI, mais on peut imaginer qu'il y ait des intégrations futures avec Spring Security, par exemple, pour récupérer le contexte utilisateur, quel est l'utilisateur qui est logué, et être certain que quand on fait l'appel à la fonction derrière,
qu'on n'est pas un utilisateur lambda qui vient chercher les commandes d'un utilisateur auquel il n'a pas le droit. Voilà. Donc, ça, c'est des choses qui seront probablement rajoutées dans Spring AI. Mais vous voyez déjà l'intégration possible qu'il y a avec les fonctions et tout ce que ça permet de faire. J'avance avec un exemple sympa pour conclure, qui est le multimodal. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Pour l'instant, on avait manipulé surtout du texte. On a un peu généré des images. Mais globalement, j'envoie ma requête et en sortie, j'ai du texte. On a vu qu'avec Spring AI, on peut formater tout ça, les intégrations avec Spring MVC, tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent pour transformer ça en JSON, XML, stocker ça dans une base de données. Vous faites ce que vous voulez, vous allez récupérer des objets Java. Mais grâce aux fournisseurs de AI, on va pouvoir aussi mettre en entrée pas seulement du texte, mais faire des images, faire de la reconnaissance d'images, par exemple, ou mettre du son. Certains modèles LLM permettent même de mettre des vidéos en entrée. C'est-à-dire, au lieu d'écrire du texte, vous allez mettre des informations beaucoup plus complexes, du style, voilà une photo, décris-moi cette photo, et en fonction du prompt, récupérer les informations utiles, faire de la reconnaissance d'image, typiquement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le multimodal. Donc c'est comment est-ce qu'on arrive à mettre en œuvre et mélanger du texte avec autre chose, des informations plus complexes. C'est, encore une fois, avec Spring AI, un jeu d'enfant. Donc là, vous voyez le code. Grosso modo, j'ai « Trouve-moi, devine, la ville où a été prise cette photo. » Et une fois que tu as trouvé la ville, dis-moi quel temps il fait. Pour pouvoir faire ce genre de choses, j'ai une ligne de code à rajouter. Ici, c'est ce média dans l'API Fluent. Donc, je lui passe, entre guillemets, en pièce jointe, en attaché, on pourrait schématiser ça comme ça, le lien vers une image que je lui fournis et qui vient participer à enrichir mon prompt et faire quelque chose de ce style-là. Et derrière, on voit l'enchaînement avec la fonction getWeather, c'est-à-dire qu'une fois que tu as trouvé la ville, et bien après, derrière, tu sais que tu dois appeler cette fonction pour récupérer le temps qu'il fait de manière dynamique dans cette ville. Et vous voyez comme tout ça, les embranchements qu'il y a avec Spring AI, tout ce qu'on peut faire avec ce framework-là. Vous voyez à la fin le point entity pour formater tout ça dans un objet Java, pour pouvoir peut-être après, derrière, faire du JSON, du XML, etc. etc. Donc, dernier exemple qu'on va lancer ici. J'ai une image qui correspond... Est-ce que je peux le faire là? Hop, là, si tu veux bien. Voilà, ça c'est les photos de mes vacances. J'étais quelque part, okay, je ne vous dis pas où, mais a priori vous avez des indices. Donc c'est cette image-là que je vais envoyer à OpenAI. Donc là, je vais lui dire grosso modo, hop, on va lancer la requête. Voilà. En fonction de l'image que je te mets ici en paramètre, dis-moi le temps qu'il fait. Et là, le moteur OpenAI aura peut-être trouvé, peut-être plus rapidement que vous, qu'il s'agissait d'une photo qui a été prise à Athènes. Et donc, il a fait l'enchaînement et il a été capable d'aller chercher le temps qu'il fait en appelant la fonction getWeather qui fait à Athènes en ce moment, c'est-à-dire bien meilleur qu'à Paris, comme on peut le constater. Voilà. Donc, voilà à peu près ce qu'on peut faire avec Spring AI aujourd'hui. Ça conclut les démos que je voulais vous montrer ce soir. Retenez ces 3 petites choses. Spring AI, c'est le meilleur moyen pour rajouter des fonctionnalités autour de l'AI à vos applications Spring. L'équipe derrière Spring AI fait un travail de fou pour proposer une API qui soit la plus simple possible, qui soit cohérente avec ce que vous connaissez déjà. Et c'est eux qui vont se farcir les travaux d'intégration avec les différents moteurs OpenAI pour que vous n'ayez pas besoin de le faire. Voilà. Donc, c'est vraiment un travail qui est fait derrière. Et c'est aujourd'hui un des projets qui est le plus dynamique. Donc, bien sûr, c'est un projet qui est ouvert à contribution. Et donc, on reçoit dans Spring AI des contributions de différents partenaires, fournisseurs de solutions qui ont envie, en fait, que
leur solution soit nativement compatible avec Spring AI. Donc, on reçoit comme ça beaucoup de contributions externes. Si vous avez des fonctionnalités, et si vous souhaitez y contribuer, l'équipe sera ravie de recevoir vos contributions. Je vous ai mis ici quelques références, le lien vers la documentation, surtout le GitHub, si ça vous intéresse. Si vous voulez faire tourner ces exemples sur votre machine de travail, a priori, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir relancer tous ces exemples qu'on a vus aujourd'hui. Le cas échéant, je vous invite à me contacter. Et puis voilà, si vous avez d'autres questions, je vous remercie pour votre attention. Un peu en retard. Merci beaucoup, c'était hyper intéressant.